Très heureux de vous retrouver sur Al24 News pour édition spéciale consacrée aujourd'hui au dossier palestinien. Car à la suite d'un énième épisode de bombardement sur Gaza, ayant fait 45 martyrs et de très nombreux blessés, c'est aussi l'économie en terre palestinienne qui est ciblée par les manœuvres sionistes, toujours aussi abjectes. Et pour cause, la bande de Gaza vit en permanence sous un blocus depuis 15 ans, le blocus de la honte. Il rend difficile, voire impossible, tout développement économique dans une zone connue pour avoir la densité de population la plus élevée au monde, avec 4000 habitants au kilomètre carré. Quid de cet apartheid économique? Nous allons en parler aujourd'hui dans l'édition spéciale avec Ziad Meddour, professeur à l'Université de Gaza, qui va nous rejoindre justement dans quelques instants. Nous aurons aussi en direct depuis Paris le journaliste Gamal Abina qui est déjà avec nous. Monsieur, bonsoir. Bonsoir à vous. Enfin, nous aurons avec nous également en direct depuis Al-Quds Amjad Chihab, professeur de sciences politiques et président de l'Académie Chihab. Bonsoir à vous également, monsieur. Bonsoir à vous tous. Je disais donc, la bande de Gaza vit sous un blocus permanent au vu et au su de la communauté internationale qui ne daigne toujours pas bouger le petit doigt pour changer quoi que ce soit à cette situation dramatique. La preuve avec ce sujet signé Mohamed Wali Ben Sha'ban. Le blocus dans la bande de Gaza remonte à plus de 15 ans. Les escalades sauvages conduites par l'armée sioniste sur des civils palestiniens de Gaza se poursuivent. Cette tragédie est loin de connaître son épilogue. Le blocage des points de passage et l'interdiction de tout mouvement de personnes et de biens vers et depuis la bande de Gaza a durement affecté l'économie de la région. Les pertes économiques sont estimées à plus de 16 milliards de dollars. L'embargo principal est celui de l'État sioniste. Pour réparer les pertes économiques ou les limiter, il faut tout d'abord lever ce blocus dans tous les niveaux. Tant qu'il persiste, la situation reste inchangée. Aussi, il faut absolument réactiver les travaux des pays arabes en commun. Plusieurs mesures pourraient absorber les lacunes et carences sur les habitants de Gaza. La fermeture des passages frontaliers limite également les mouvements des 14 000 travailleurs et commerçants. Cela entraîne des pertes financières pour l'économie de Gaza, aggravant davantage les conditions humanitaires déjà fragiles. La question qui se pose est comment remettre la bande de Gaza sur la voie du développement. Gaza enregistre l'un des taux de chômage les plus élevés au monde. Plus de la moitié de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le coût annuel minimum pour sortir les gens de la pauvreté a quadruplé, passant de 209 millions à 838 millions de dollars. Selon le dernier rapport de la CNUSED à l'Assemblée générale des Nations unies, les coûts économiques de l'occupation sioniste pour le peuple palestinien sont estimés à 6 fois le PIB de Gaza en 2018. Place au débat donc, et l'on va commencer avec vous, professeur Amjad Chihab. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement quelle est la vie quotidienne à Gaza, quotidiennement justement, sous un blocus qui dure depuis 15 ans? Tout à fait, le blocus dure depuis 15 ans et ce qui donne une image plus complète, c'est qu'Israël contrôle l'air, contrôle la terre et contrôle la mer. Et tous les points de passage avec le monde extérieur, surtout avec l'Égypte, est contrôlé par Israël, et ce qui rend la vie très très difficile, surtout qu'Israël, depuis 1967, depuis qu'il a occupé la bande de Gaza, il fait tout pour que cette partie soit complètement dépendant économiquement par Israël. Oui. Et ce qui intéresse Israël, c'est que les habitants de bande de Gaza soient comme un supermarché, une sorte de consommation de produits israéliens. Et surtout que toute l'infrastructure, presque toute l'infrastructure à bande de Gaza a été détruite par plusieurs guerres. Surtout, il y a eu depuis les 15 ans, il y a eu plus de 4 guerres menées par Israël contre cette petite partie du monde. Parce que la superficie de bande de Gaza est seulement 350 km². Oui. Et ce qui rend plus difficile et qui
que le blocus, ça renforce de plus en plus ces conditions depuis les élections de 2006, parce que les élections ont conduit que les gens qui défendent la conception de la résistance militaire contre Israël, ils ont voté massivement pour les factions, surtout pour Hamas, qui a gagné en majorité les élections, ce qui a rendu les conditions d'Israël de plus en plus difficiles. Et il y a une idée, c'est qu'Israël voulait punir collectivement toute la population. Exactement. Parce qu'ils ont voté contre le processus de la paix et contre les accords d'Oslo. Très bien, on reste avec vous, monsieur Amjad Chihab. Quelles sont les principales restrictions imposées par l'occupant sioniste sur l'économie palestinienne en général et quels sont selon vous les secteurs les plus touchés? Les secteurs sont touchés, surtout l'agriculture, ils arrêtent surtout les outils nécessaires pour que les travailleurs palestiniens ont besoin et ils font en sorte que ça devienne très difficile de l'avoir. Au niveau de construction, au niveau des usines, au niveau de tout secteur, Israël il a ciblé pendant les 4 guerres menées contre Gaza depuis 2008. Et c'était fait exprès pour détruire toute l'infrastructure qui peut aider les habitants de Gaza. Ils voulaient rendre toute cette partie avec toutes les populations comme juste main-d'œuvre et une société de consommation de produits israéliens. Il a réussi à faire ça et selon les chiffres israéliens, Israël gagne plus de 2 milliards de dollars qui entrent contre les produits parce qu'elle contrôle aussi l'eau, elle contrôle l'électricité, elle contrôle les nourritures, elle contrôle tous les besoins des Palestiniens de cette bande de Gaza qui dépasse aujourd'hui 2 millions de Palestiniens. Très bien. Donc, ils font en sorte que toutes ces populations dépendent complètement et que l'économie et le niveau de vie et tout est sous contrôle total d'Israël. Malgré que cette partie elle est sous blocus, elle est pas libérée et il peut pas gérer. Les Palestiniens ne peuvent pas gérer cette partie sans avoir un accès au monde intérieur, sans avoir un accès au commerce extérieur, sans avoir un accès, par exemple, des besoins de faire des usines, de faire des sociétés de production. Toutes ce qui existe sur la bande de Gaza, c'est des sociétés des entreprises juste de consommation et qui rend la population de plus en plus complètement dépendante de cet état d'occupation. Très bien, merci professeur Chihab pour ces précisions. Nous rejoint justement depuis Gaza le professeur Ziad Meddour. Monsieur, bonsoir. Professeur Meddour, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir professeur. Je disais donc, est-ce que vous pouvez nous décrire la vie quotidienne, vous qui êtes établi à Gaza, des Gazaouis sous ce blocus, cet embargo qui dure depuis 15 ans? Écoutez, d'abord, merci pour l'invitation. D'abord, il faut définir c'est quoi un blocus. Un blocus, donc, c'est un blocus économique, social, politique, psychologique sur plus de 2 millions de Palestiniens. Le blocus, il a commencé donc en 2007. Ça veut dire quoi un blocus? Ça veut dire fermer les 5 points de passage. Actuellement, il y a seulement deux points de passage qui relient la bande de Gaza à l'entité sioniste. Auparavant, il y avait 5 points de passage. Un passage pour les carburants, un passage pour les marchandises, un passage pour les matières premières, un passage pour les produits alimentaires et les médicaments. Actuellement, il y a un seul passage pour les marchandises et un seul passage pour les voyageurs et les missions humanitaires. Le blocus, c'est toucher les secteurs de la pêche, parce que les pêcheurs de Gaza ne peuvent pas dépasser les 6 miles. On va en parler justement du secteur de la pêche. Auparavant, elle avait le droit à dépasser 13 miles. Donc, le blocus, c'est empêcher les malades et les patients d'aller se soigner soit dans les hôpitaux égyptiens, soit dans les hôpitaux de la Cisjordanie occupée ou de Jérusalem.
Le blocus, ça veut dire interdire donc l'entrée de carburant et des fioul pour la seule centrale électrique dans la bande de Gaza. Donc, le blocus, c'est imposer des restrictions sur les Palestiniens de Gaza. Le blocus, ça veut dire empêcher les professeurs, les étudiants à aller poursuivre les études. Le blocus, c'est une forme de punition collective. Donc, elle était considérée comme crime contre l'humanité oui. par le commissaire des Nations Unies. Mais le blocus, surtout, c'est imposer donc des restrictions à toute la population civile et empêcher les Palestiniens de vivre une vie normale dans la bande de Gaza. La vie quotidienne sur le blocus, ça veut dire, voilà, le seul fois que les Palestiniens voient l'extérieur, c'est via Internet. Ils peuvent pas. On a des jeunes qui ont maintenant 25, 30 ans, qui n'ont jamais quitté la bande de Gaza. Ils voient le monde seulement sur la carte. Le blocus, ça veut dire, en dehors de blocus, il y a les offensives militaires israéliennes qui ont détruit l'économie palestinienne, ils ont détruit les civils. Le blocus, ça veut dire empêcher l'entrée des matières premières pour les usines, souvent détruites, et surtout l'interdiction d'entrée des matériaux de construction pour la reconstruction des maisons et des habitations civiles détruites par l'occupation. Donc, blocus, c'est imposer des restrictions à la population de Gaza, c'est une forme de punition collective, mais surtout la vie quotidienne sous blocus, c'est-à-dire que la vie est anormale dans cette prison à ciel ouvert. Très bien, merci Monsieur Meddour. Gamal Abina, je me tourne vers vous. Selon un rapport établi par le secrétariat de la CNUSET, les coûts économiques de l'occupation sioniste pour le peuple palestinien se traduisent par une pauvreté extrême. Et c'est le cas de le dire, notamment en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza. Comment fait la population, selon vous, pour résister à cette véritable entreprise d'appauvrissement menée contre la population locale ? Bon, vous savez, déjà une chose importante, ça a été rappelé à l'instant, le blocus. Dans l'histoire du XXe siècle, on a eu deux grandes affaires de blocus qui ont conduit à des drames. La première, c'est évidemment 14-18, quand on a essayé de faire plier l'Allemagne qui n'était pas nazie d'ailleurs, rappelons-le, pour faire en sorte qu'il signe de force le traité de Versailles. La conséquence de ce blocus, c'était un blocus entre l'Allemagne et l'Autriche qui ont été bloqués par ce qu'on appelle les Alliés à l'époque. Ça a tué à peu près, on estime, ça a tué entre 1 et 10 millions de personnes. C'est très difficile à chiffrer puisque ce blocus a fait mourir les gens de faim. C'est ça que ça a donné dans les pays à la naissance du nazisme par la suite. Du nazisme, absolument. Donc les conséquences d'un blocus en règle générale donnent toujours naissance à la catastrophe. On a vu le blocus en Irak, qui avait été voté par l'ONU d'ailleurs, ce fameux accord, enfin cette fameuse façon d'imposer à l'Irak pour la faire plier, ce blocus pétrole contre nourriture, qui est un blocus qui ne dit pas son nom, ça a tué 1,5 million d'enfants. Ça a donné naissance à Daesh, à tout un tas d'organisations radicales, et aujourd'hui on voit l'état de l'Irak. Et il se trouve qu'à Gaza, qui est un territoire qui fait, alors rappelons quand même, c'est important, qui fait 3 fois la ville de Paris, qui fait entre 6 et 12 km de large, par 41 de long, sur plus de 2 millions de personnes qui vivent là-dedans. C'est un camp de concentration immense à ciel ouvert, et le blocus donne des conséquences très lourdes. D'abord parce qu'effectivement, ça a été rappelé, la population qui vit à Gaza vit dans une prison à ciel ouvert, ils ne peuvent pas sortir, ils ont droit même au niveau de la mer de ne pas dépasser les 12 miles nautiques, c'est quand même extraordinaire, ils ne peuvent pas récupérer le fruit de leur pêche, ils ne peuvent pas récupérer une immense richesse qui a été découverte au large de Gaza, qui est 30 à 40 milliards de mètres cubes de gaz. On va en parler justement. Absolument, ils ne peuvent pas récupérer leur argent, ils n'ont même pas accès à l'eau, puisqu'aujourd'hui, le rapport simple, un Israélien a 1000 mètres cubes d'eau par an et par personne, quand un Palestinien de Gaza a 60 mètres cubes. 60 mètres cubes, oui, 60 mètres cubes, c'est absolument. Ce qui veut dire que le Palestinien peut tout juste boire et à peine se laver. Donc, la question qui se pose, c'est comment vivent-ils? Ils vivent en prison, et quand on vit en prison, on vit dans des conditions infamantes, humiliantes, extrêmement dégradantes, sans espoir, sans avenir. C'est le peuple, il faut le rappeler systématiquement aux Maghrébins et aux Arabes qui nous écoutent, c'est le peuple le plus éduqué au monde arabe. C'est-à-dire que c'est le peuple qui a la meilleure éducation et qui a donc une conscience très aiguë non seulement de son histoire, mais de ce qui lui arrive aujourd'hui. Quand on est très éduqué et très conscient, on comprend la douleur plus que tout autre. Et il se trouve que ce peuple-là a droit à un traitement barbare de la part d'occupants qui ne veulent toujours pas évidemment comprendre qu'il va falloir qu'un jour ce rapport de force s'arrête, parce que ça finira forcément mal, on le sait. Et il se trouve effectivement qu'aujourd'hui ils vivent très mal. Alors vous me posez la question de savoir comment ils font pour s'en sortir. Eh bien on appelle ça la résilience. Le peuple palestinien a une qualité première que beaucoup, peut-être dans le monde, ne connaissent pas, c'est la patience. C'est un peuple très patient parce qu'il a subi tellement d'humiliations, comme on dit en Algérie, de Hogra,
tellement de trahison, faut pas l'oublier, hein, beaucoup de pays arabes les ont trahis, qu'aujourd'hui la patience est la principale arme maîtresse des Palestiniens. Et de l'autre côté, puisqu'on a des Palestiniens sur le plateau, je tiens à les rassurer. Gaza a été libéré de force, non pas parce que à l'époque Sharon voulait libérer généreusement Gaza, c'est parce qu'il ne pouvait plus la tenir. Et Gaza était la première porte de libération de la Palestine. Donc je pense qu'avec la reculade israélienne, les autres territoires vont être libérés, mais c'est Gaza qui souffrira le plus parce que c'est le pays, c'est le territoire où la densité au kilomètre carré, ça a été dit tout à l'heure, mais peut-être pas dans les bons chiffres, n'est pas de 4 000 habitants, mais de près de 6 000 habitants aujourd'hui. Donc c'est vraiment une explosion démographique. Et les Israéliens, qu'on appelle donc les sionistes en substance, considèrent que c'est la guerre des ventres qui a été ouverte par les Gazaouis. Et ils ont bien raison, le rapport de force numérique leur est défavorable. Ils ont eu beau amener 1 million de faux juifs venus de Russie, parce que ils sont pas tous juifs, hein. Il n'en demeure pas moins que le rapport de force démographique est en faveur des Palestiniens, évidemment, et que ce rapport de force fait peur à l'entité sioniste qui se dit qu'un jour elle va être débordée par une majorité arabo-musulmane. Très bien, et je tiens à préciser justement que selon la même étude, celle produite par le secrétariat de la CNUSET, le taux de pauvreté en Cisjordanie en 2004 aurait été de 11,7%, soit seulement un tiers du taux observé de 35,4%. L'analyse indique également que le coût minimum réel de l'élimination de la pauvreté en Cisjordanie est passé de 73 millions de dollars en 1998 à 355 millions de dollars en 2004 et à près de 428 millions de dollars en 2007. Professeur Meddour, ma prochaine question s'adressera à vous. L'entité sioniste a imposé en Cisjordanie occupée et à Gaza des restrictions à la circulation, des restrictions qui ont de fait transformé ces deux zones en archipels isolés, ayant pour effet de paralyser l'activité économique. Est-ce que cette manière que l'entité sioniste a d'organiser la spoliation des richesses palestiniennes empêche tout démarrage économique? Et bien évidemment, bien sûr, même s'il y a une différence entre l'aspect géopolitique à Gaza par rapport à la Cisjordanie. À la Cisjordanie, il y a une présence permanente des soldats et des colons. Et en Cisjordanie, les colons et les soldats, on voit de la fenêtre de notre maison. Par contre, à Gaza, il n'y a pas de soldats et colons, parce qu'il y a le plan de Sharon de se retirer de la bande de Gaza en octobre 2005, mais à Gaza, il est considéré comme présent à ciel ouvert et il n'y a pas une continuité géographique entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Sachez qu'il y a seulement 30 à 40 personnes sont permises donc à quitter Gaza pour aller en Cisjordanie. Et les Palestiniens de la Cisjordanie ne peuvent pas venir en Cisjordanie. À part quelques hommes d'affaires, quelques malades, le passage de Beth Hanoun à Erez dans le nord de la bande de Gaza, il est ouvert partiellement pour permettre à ces gens d'aller en Cisjordanie. À part ça, il n'y a pas de continuité géographique. Donc, l'entité sioniste, il a imposé un blocus à Gaza, il a imposé, comme vous avez dit, des restrictions contre les Palestiniens en Cisjordanie. C'est pour cela l'objectif israélien, c'est freiner l'économie palestinienne. Or, selon l'accord d'Oslo et surtout l'accord économique signé à Paris, en France, pour des liens économiques entre l'entité sioniste et l'autorité palestinienne après l'accord d'Oslo, normalement, il y avait des libertés de circulation pour les marchandises et pour les hommes d'affaires. Or, rien de cela n'a été appliqué. Aucun accord n'a été appliqué par rapport à ce. Donc, on peut dire que l'objectif israélien, c'est freiner donc l'économie palestinienne, soit en Cisjordanie, soit dans la bande de Gaza, même si les dons sont différents. À Gaza, 90% des Palestiniens de Gaza vivent sur les aides alimentaires et les aides humanitaires accordées par les Nations Unies et les organisations internationales. En Cisjordanie, 70% des Palestiniens travaillent dans les villages et les colons israéliens. C'est pour cela qu'ils ont davantage des moyens économiques par rapport, en dehors bien sûr de postes de travail donc trouvés par l'autorité palestinienne depuis sa création en 2004, en 1994 dans la bande de Gaza et en 1996 en Cisjordanie. Donc on peut dire que l'objectif israélien d'imposer des restrictions, c'est d'abord qu'il n'y a pas de continuité géographique entre la bande de Gaza et l'autre côté de la Palestine, la Cisjordanie occupée, et surtout freiner l'économie palestinienne et rendre l'économie palestinienne dépend de l'économie israélienne. Et sachez que normalement, chaque année, l'entité sioniste vole 2 milliards de dollars des Palestiniens. Ce sont les impôts donc imposés par l'occupation israélienne. Et selon les accords d'Oslo, ils doivent rendre à l'autorité palestinienne. Or, chaque année, les Israéliens ne rendent pas cet argent
aux Palestiniens. Oui. C'est pour cela les Palestiniens, l'autorité palestinienne est trop en faillite et ils n'arrivent pas à payer. Ils payent seulement 40% des salaires des fonctionnaires, soit les 73 000 fonctionnaires dans la bande de Gaza, soit les 30 000 fonctionnaires en Cisjordanie occupés. Professeur Chihab, la transition est toute faite par le professeur Meddour. Depuis 1994, l'entité sioniste a le plein contrôle sur le commerce et les recettes fiscales de la Palestine, une mesure qui devait prendre fin après 5 ans, mais qui reste toujours en vigueur. Les droits de douane sont donc perçus par le gouvernement sioniste au nom du gouvernement palestinien. On a quand même le sentiment qu'Israël veut à tout prix maintenir les Palestiniens dans un état de faiblesse économique permanent. Tout à fait. Les accords de protocole de Paris c'était une vraie catastrophe pour les Palestiniens. Mais les négociateurs palestiniens, ils ont cru que cet accord, c'est cet accord qui va prendre fin en 1999. Ils ont cru qu'après 5 ans, il y aura l'État palestinien. Oui. Mais les accords étaient surtout le protocole de Paris était très très mal négocié parce qu'en réalité les accords d'Oslo ça donne juste comment ça s'appelle redoublement de l'armée israélienne. Oui. Hiérarchiser le contrôle économique, le contrôle militaire du territoire palestinien. Mais malheureusement, la faiblesse des négociateurs palestiniens, surtout la pression subie sur le OLP à l'époque, parce que le OLP il passait une étape très difficile de traverser le désert à l'époque, et sous toutes les pressions américaines, du monde arabe, et surtout, il avait peur qu'il était en perte de vitesse après la guerre d'Irak, et ils ont accepté d'entrer en négociation. Et ils ont fini par des accords de principe nommés aujourd'hui d'Oslo. Et c'était un vrai suicide parce qu'Israël n'avait pas l'intention de passer dans l'étape suivante. Il a insisté de faire rester les Palestiniens avec les accords qui dépendent complètement, même politiquement, même économiquement, socialement, et sur tous les secteurs, secteur de tourisme, secteur de travailleurs, secteur de transport, secteur de pêche, de richesse naturelle. Et malheureusement, cette occupation, elle a pris une autre forme de contrôle non seulement le contrôle des territoires palestiniens, parce que même en Cisjordanie, les accords d'Oslo a coupé les territoires en zone A, zone B, zone C, et toutes ces zones, même les zones contrôlées complètement par Israël, et les zones A, et Israël, il a la capacité d'entrer et sortir facilement, surtout l'insertion militaire, ce qu'on a vu, ce qui s'est passé à Jenin, à Ramallah et à Nablus dans les derniers jours. Oui. Et en réalité, on trouve, par exemple, en Cisjordanie, plus de 400 barrages militaires israéliens qui coupent tous les territoires. Il n'y a pas de continuité territoriale palestinienne. Et ce qui se passe à Gaza, il est sous contrôle complètement. C'est une sorte de grande prison. Une prison à ciel ouvert, oui. Tout à fait, qui vit 2 millions et aux yeux de communautés arabes et aux yeux de communautés internationales et des États-Unis et des pays européens et surtout des États-Unis qui a pris une partie de garant qu'il y aura un État palestinien. Il a promis à plusieurs reprises qu'il va aider à l'instruction d'un État palestinien. Et aujourd'hui, même après la dernière visite de Biden, il a dit clairement, que c'est trop tôt d'avoir un État palestinien. Donc, même les Américains se retirent du fait qu'il y aura une autodétermination du peuple palestinien, ce qui signifie que les Palestiniens ils vont passer d'une cause d'un peuple qui a besoin d'autodétermination, qui a besoin d'un État, et changer cette cause et une cause humanitaire
juste de faire des mains d'œuvre. Et ils sont en train aujourd'hui d'appliquer la théorie d'esclaves. La théorie d'esclaves, c'était appliqué à l'époque de l'Empire ottoman, de l'Empire romain, et de faire une sorte que les Palestiniens soient esclaves pour aider la construction d'économies d'occupation et être juste des ouvriers et d'esclaves, malgré qu'ils travaillent dans plusieurs secteurs. Et toute cette population, elle va être assimilée tôt ou tard dans les machines de l'occupation, mais pas comme des citoyens, mais comme des esclaves de deuxième ou troisième degré des habitants. Très bien, professeur Chihab. Très bien, professeur Chihab, j'aimerais donner la parole à Gamal Abina. Alors, les spoliations en question s'étendent également au secteur des hydrocarbures et touchent les réserves en gaz de la Palestine, des réserves offshore, à l'image du champ gazier de Gaza Marine, un gisement offshore, je le disais donc, situé au large de Gaza, et que l'entité sioniste cherche à bloquer l'exploitation coûte que coûte. Une exploitation qui, justement, n'a jamais pu démarrer, Gamal Abina. Oui, ils cherchent à la bloquer pour plusieurs raisons. D'abord, ils prétendent qu'il y a un problème entre Gaza et puis la Cisjordanie, donc l'autorité palestinienne. Rappelons quand même qu'une autorité palestinienne, ça ne constitue pas un État. On devrait dire le président et donc l'État palestinien. Là, encore une fois, on a joué sur les mots pour ne pas reconnaître l'existence d'un État palestinien. Oui. Et donc, effectivement, cette méthode un peu douteuse consiste à empêcher l'autonomie palestinienne sur des réserves de gaz considérables, parce qu'on estime qu'elles sont, il y a à peu près 1500 milliards de... C'est une véritable bouée de sauvetage pour l'économie palestinienne, disons-le. C'est plus qu'une bouée de sauvetage, c'est un accélérateur de développement économique, puisqu'il y a deux éléments favorables à l'économie palestinienne. On a des gens formés sur le territoire, très bien formés, avec effectivement cette manne financière considérable, et qui leur rendrait une certaine autonomie. Le seul problème, c'est que l'Israël ne veut pas ça, parce que les Palestiniens, effectivement, ça vient d'être rappelé, en 90, étaient esselés. La destruction de l'Irak et la perte d'un allié comme Saddam Hussein a conduit à ce qu'ils acceptent n'importe quel accord. Et ça a été ces fameux accords qui ont été évidemment non respectés comme d'habitude par l'entité sioniste. Et par la suite, effectivement, ils se sont retrouvés dans une situation effectivement de plus en plus isolée. Ils ont mal voté en 2006, ils ont voté Hamas, à la suite évidemment de la perte de confiance qu'ils pouvaient avoir par rapport à l'autorité palestinienne qui a fait confiance à Israël malheureusement. Et aujourd'hui, eh bien, la question économique devient une question centrale. Pourquoi ? Parce qu'Israël, en vérité, cet État fabriqué toutes pièces dans les années, enfin la fin des années 40, est un État qui dépend totalement du subside de l'étranger et qui vient de découvrir des réserves de gaz considérables. Il ne veut surtout pas que les Palestiniens bénéficient. Ils ont aussi une dépendance à l'eau des territoires arabes étrangers. C'est-à-dire que les 57% des besoins en eau de l'État sioniste sont alimentés par les fleuves et les nappes phréatiques des pays étrangers arabes. Donc, de ce point de vue-là, ils sont dans une situation de siège virtuel. Mais il se trouve qu'ils veulent maintenir un siège sur Gaza pour que surtout on ne voit pas l'exemple d'un État arabe, puisque c'est un État, la Palestine qu'on veuille ou non, qui puisse, avec des cadres formés, démontrer qu'ils sont en mesure de garantir une économie de qualité, un développement équilibré et puis une certaine forme de démocratie. Et tout ça est mis à mal par le fait qu'Israël, une fois de plus, tente une spoliation pour des raisons soi-disant juridiques qui ne tiennent pas la route. Donc en vérité, si on tient bien compte de ce qui se passe, quand on a 30 à 40 milliards de réserves potentielles de gaz sous-marin, eh bien on a la possibilité de s'affranchir totalement de ces fameux taxes qu'Israël ne reverse pas. On n'a pas besoin d'aller travailler chez eux, puisque les Palestiniens ont largement les capacités de faire le travail chez eux. Et puis je tiens à rappeler une chose importante, parce qu'il faut quand même être un petit peu honnête là-dessus. On dit que si vous le voulez bien, Israël a fermé 5 points de passage, c'est vrai. Mais je rappelle quand même que le principal point de passage, c'est l'Égypte, c'est Rafah. Et ça devrait être, puisque c'est un pays frère, soi-disant, il devrait être ouvert en permanence pour garantir que les Palestiniens reconstruisent leur territoire. Et malheureusement, l'Égypte joue un rôle trouble, puisqu'elle n'ouvre pas ce point. Donc c'est une question qu'il va falloir poser aux frères égyptiens, de telle sorte que les Palestiniens subissent moins de pression. Très bien, merci Monsieur Abina. Ziad Meddour, le mot de la fin sera pour vous en 30 secondes, s'il vous plaît. Un mot sur le chômage dans la bande de Gaza qui augmente de plus en plus. Écoutez, le taux de chômage à Gaza en juin 2022 dépasse 67%. C'est vrai, 47% en Cisjordanie, 67%. Pourquoi ? Parce qu'il y a le blocus, il y a les offensifs militaires israéliens, et il y a donc l'économie palestinienne très freinée.
avec les restrictions, je pense pas seulement il y a le chômage, mais il y a la fermeture des passages, les usines les infrastructures de Tarouit, mais une économie donc très faible et très affaiblie par l'entité sioniste. Merci beaucoup Ziad Meddour, merci Gamel Abina, merci au professeur Chihab d'avoir pris part à Édition Spéciale, merci à vous chers téléspectateurs de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro d'Édition Spéciale. D'ici là, restez fidèles à Al 24 News.